Deuxième partie du bocal local, on va parler de musique, plus précisément de reggae, avec les 16 ans du label sartois Irie Heights qui organise une soirée d'ailleurs pour fêter cet anniversaire le 4 décembre prochain. Ce sera au circuit de la bière. Manuel Malœuvre, bonsoir. Salut Julien. On va évidemment parler de la programmation de cette soirée et plus largement du label en règle générale avec Irie Heights. Et puis vous partagez ce plateau avec Julie Bordas. Bonsoir Julie. Bonsoir, je suis content de vous voir. Moi aussi, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai. Pour Ève, le grand atelier, la salle de spectacle de l'Université du Maine. Et puis François Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Je suis très content de vous voir aussi, Moi aussi. François, sachez-le. Vous êtes metteur en scène de la compagnie L'Atelier 10 par 10 et vous proposez donc Peau d'âne. Ce sera à Ève, donc demain 2 décembre pour vous qui nous regardez en direct et jeudi 3 décembre, 20h30 pour le 2 décembre et 18h30 pour le 3 décembre dans une adaptation, François, de Peau d'âne. Je ne sais pas si moderne ça convient. Décalé. Décalé, oui, voilà. Décalé de Peau d'âne, ce conte de Perrault. Oui, c'est le texte original de Perrault de 1694, donc en vers libre, mais transposé. On s'est dit que les princes, les princesses et les rois, il n'y en avait plus beaucoup, mais qu'on avait des figures médiatiques aujourd'hui qui pouvaient remplacer ça. D'accord. Voilà. Donc c'est décalé comme ça. C'est ce qui séduit aussi Ève, Julie, avec l'atelier 10 par 10, parce que c'est pas la première fois qu'ils viennent à Ève. C'est cette conception décalée, moderne, des différentes pièces qu'ils proposent. Oui, oui, c'est bien aussi d'avoir une autre version et de ne pas rester toujours cantonné à un truc qu'on connaît un peu par cœur en fait. Donc quand François m'a proposé Peau d'âne, sachant qu'on avait déjà accueilli d'autres projets et notamment le Singe nu, j'ai dit oui tout de suite, d'abord parce que Peau d'âne tout le monde connaît et que c'est vrai que ça parle, y compris aux jeunes hommes, pas que aux jeunes filles. Pour moi, Peau d'âne, c'est Jacques Demy. Et... Oui, pourquoi pas, c'était une version parmi d'autres, oui. Et là, c'est une autre proposition, une autre proposition, mais je crois que c'est pas mal, et puis c'est toujours pareil à l'université, où on est forcément un peu sensible à ce texte-là aussi, donc voilà, j'ai dit oui tout de suite. Allez, avant qu'on parle plus précisément justement de cette mise en scène un peu décalée, voici quelques extraits. De qui l'esprit gardé, sous un front jamais dérivé, ne souffre, n'approuve et n'estime. Cette injustice me surprend. La princesse! Ce qui vous fait venir ici Seule. ne plaidera pas. La peau fut galamment aussitôt accordée que l'infante l'eut demandée. Ah! Elle était la butte ordinaire de tout leur colibet. Ont-ils envie l'émeraude admirable et du jonc d'or, le cercle étroit qui marquait la forme du doigt? Oh, son cœur en fut touché d'une joie incroyable. Voilà, l'atelier 10 par 10, donc mise en scène François Chevalier. J'en profite pour citer le nom des comédiens et des comédiennes: Bérénice Brière, Pierre Bedouet, Anthony Berthaud, à la scénographie Anne Pitard, à la régie lumière Angèle Besson et à la régie son Thomas Hamon et à la musique Valérie Saucereau. Si je les cite, c'est parce que évidemment tous ces postes sont extrêmement importants, les comédiens bien sûr, mais parce que cette version décalée, François, elle est décalée aussi parce qu'il y a une bande son notamment qui accompagne le texte tout au long de la pièce. Oui, moi je travaille toujours comme ça, je suis musicien de formation, donc il y a toujours une part importante de musique. Et il y a aussi toujours un petit côté chorégraphique dans les représentations, parce que j'ai beaucoup travaillé avec Marie L'Enfant, un chorégraphe mancelle bien connu. Oui, de toute façon c'est toujours un travail d'équipe aussi, le théâtre, hein. C'est vraiment un échange. Mais elle sert quoi la musique? Elle amène une espèce d'énergie sur le plateau, hein, puisqu'on a travaillé avec un batteur, il n'y a que de la batterie dans le spectacle. Bon, l'idée, c'était quand même d'arriver à avoir un spectacle tonique, ludique. C'est un spectacle familial, donc l'idée, c'est quand même d'arriver à ce que les enfants, à partir de 8 ans, s'amusent avec ce conte-là. Moi, j'étais vraiment là-dessus. Julie, c'est aussi l'occasion pour vous de présenter des classiques, on va dire, comme Perrault à l'Université du Maine. Pour les étudiants, avec une mise en scène décalée, mais c'est de les intéresser peut-être pour vous. Il y a toujours cette recherche parce que forcément on vise aussi le public étudiant, même si la salle continue d'accueillir des publics totalement extérieurs et c'est très bien ainsi.
Oui, c'est vrai que c'est important aussi. Puis on a une filière en plus littérature pour la jeunesse, Ouais. donc il y a un lien. On a quand même aussi le SPE, pour la formation des enseignants, maîtres d'école. Oh, Ouais. quel est le nom? Professeurs Professeurs des des écoles, écoles. pardon, merci. Donc tout ça, ça fait du lien. Après, on n'est pas, de toute façon, on se cantonne pas non plus à ce type de programmation. On reste, on a des choix quand même assez éclectiques, et puis on peut se permettre d'avoir vraiment une écriture extrêmement contemporaine, Ouais. etc. Donc on essaye de partager et d'avoir un peu cet équilibre, mais on a toujours ce souci aussi de pouvoir parler un peu aux étudiants et de pouvoir les attirer sur certains projets. En même temps, on n'a pas de solution en fait. Hein. Oui. On ne sait pas comment faire. Non, Et, mais bon, c'est on improvise une au démarche. fur et à mesure, mais c'est une des possibilités. Voilà. François, est-ce que malgré le fait de casser la mise en scène d'un classique comme celui-ci, il faut faire attention à justement à ce que ceux qui connaissent peut-être qu'ont déjà vu soit une adaptation en film, soit une adaptation au théâtre, reconnaissent quand même un minimum le texte initial de Perrault? Oui, mais de toute façon, on a vraiment travaillé dans le respect du texte de Perrault. Hein. C'était l'idée, c'était de faire entendre le texte de Perrault D'accord. qu'on entend très peu. C'est-à-dire, on a souvent des adaptations qui sont plutôt édulcorées, alors qu'à l'époque de Perrault, moi j'ai amené le ludique parce qu'il parle franchement de ce qu'il a à dire. Et oui, je crois que... Et c'est très dur en fait. Et on entend bien le texte, oui. Oui, je crois que justement, l'idée c'était ça. Moi, quand j'ai lu l'original de Perrault, j'étais sidéré de la verdeur, de la fraîcheur du texte. Mais... Je suis en train de me dire qu'on parle d'un classique depuis tout à l'heure, qu'on n'a même pas raconté l'histoire de Podane, en fait, tellement on a l'impression que tout le monde la connaît, mais c'est peut-être pas forcément le cas. Alors, On va c'est le faire l'histoire rapidement, l'histoire d'une princesse, entre guillemets, qui fuit son père parce que sa maman est morte. La maman dit au roi que s'il doit en épouser une autre, il faut qu'elle soit plus belle qu'elle. Or, la plus belle, c'est simplement sa fille, donc on est dans une relation incestueuse. Elle quitte son père et elle se retrouve finalement un peu manante avec les pauvres de l'époque, et puis elle va rencontrer un prince charmant. C'est un peu ça. Est-ce que je le raconte Oui, c'est ça J'ai jamais su l'histoire. raconter les histoires. L'histoire, c'est ça. Là où Perrault est intéressant, c'est que lui, il amène les motivations. C'est-à-dire que Podane, c'est pas seulement une princesse qui est manipulée, c'est aussi quelqu'un qui manipule. C'est-à-dire que quand elle rencontre le prince, elle va tout faire pour le séduire. C'est pas, elle est victime à un endroit, mais à un moment donné, elle va trouver, elle, le chemin de sa propre... rédemption, c'est pas le bon mot, mais elle va trouver comment se sauver elle-même. Et c'était quand même extrêmement tabou, fin du XVIIe siècle, l'inceste. Il a quand même pondu un texte Perrault un peu couillu pour l'époque, quoi, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, mais je crois qu'il était, comme il était à la cour du roi, je pense qu'il était témoin de choses assez odieuses et que il a voulu vraiment... Il s'occupait pas des pauvres, Perrault. En fait, il transposait des contes oraux en écrit pour la cour. C'est pour ça que c'est toujours le prince, le roi et tout ça. Les pauvres, c'était pas son truc. Mais je pense qu'il voulait vraiment prévenir les jeunes filles de la noblesse. Ouais. Parce que je pense qu'en effet, il se passait des choses pas reluisantes à la cour. En dehors du côté un peu décalé, comme vous l'avez dit, de la mise en scène, vous avez voulu aussi, en tout cas c'est dans votre note d'intention, accentuer aussi les différents profils des personnages principaux, la méchanceté ou la naïveté. C'était une vraie volonté de votre part pour faire que chacun existe indépendamment des autres ? En fait, j'avais quand même une autre idée derrière la tête, c'est que comme c'est un spectacle familial pour les enfants à partir de 8 ans, ce que j'ai voulu faire dans la pièce, c'était montrer ce qu'était le théâtre. D'accord. Et qu'on voit la pièce se faisant, comment on fabrique du théâtre. Parce que c'est vraiment intéressant pour moi que dès leur plus jeune âge, les enfants comprennent ce que c'est que l'idée même du théâtre. Et là, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que j'ai travaillé sur des personnages assez hauts en couleur, mais en fait, on passe de l'interprète au personnage tout le temps. Et donc, c'est ce lien-là qui m'intéressait. Ouais. Avec on a l'impression, d'après ce qu'on a pu voir, un décor assez épuré aussi dans la mise en scène, et beaucoup de jeux de lumière. Pas forcément. C'est peut-être mon interprétation de la vidéo que j'ai vue. Hein. Non, c'est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'était de faire bien entendre l'histoire que raconte Perrault. Et pour ça, on peut pas partir dans tous les sens. Donc, il y a un espèce de fil conducteur très clair. Puis Perrault, c'est une concision d'écriture. Il raconte le voyage en une phrase. Donc, théâtralement, il faut faire pareil. Il faut rester très, très concentré, très droit. C'est pour ça que c'est relativement épuré.
Podane, donc demain, mercredi 2 décembre, 20h30, jeudi 3 décembre à 18h30, dans la salle du Grand Atelier à Ève, à l'Université du Maine. Vous restez avec nous, bien entendu. On parlera peut-être de la suite de la programmation à Ève avec vous, Julie, juste avant un anniversaire, les 16 ans. Regardez comme il est beau, comme il est jeune. 16 ans du label Irie Heights, label de reggae. Manu, avant qu'on parle clairement de la programmation de cette soirée du 4 décembre que vous organisez au Circuit de la Bière pour fêter l'anniversaire, qu'on comprenne bien le rôle d'un label et plus particulièrement le rôle d'Irie Heights au sein de la scène reggae, qu'elle soit française, européenne. On va dire dans un premier temps, c'est de continuer à diffuser, on va dire, des nouveaux morceaux, enregistrer et produire des nouveaux morceaux. Et après, on le fait à travers deux axes, soit à travers des artistes en développement, qui peuvent être en Jamaïque ou en France ou en Europe, ou alors des artistes internationaux confirmés. Voilà, on a souvent travaillé en deux, on a souvent travaillé en parallèle les deux aspects. C'est-à-dire que les artistes viennent enregistrer par exemple des albums chez vous, des artistes que vous détectez, entre guillemets, que vous trouvez, je pense à Yelam par exemple ici, qui du coup viennent prendre un support, une expérience avec vous pour ensuite émerger, et que vous d'ailleurs vous les fassiez tourner. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Après, avec le succès que ça peut avoir ou non, mais c'est aussi un pari, un label. Oui, c'est même plus qu'un pari. Un sacerdoce. Aujourd'hui, vu l'état du business de la musique en général et puis de la façon dont consomme la musique, les gens, c'est devenu en 10 ans, ça s'est complètement écroulé, quoi. Donc 10-15 ans. Voilà. Sur la musique en règle générale, mais vous, avec votre expérience de la musique reggae, comment il a évolué ce marché du reggae, en tout cas cette musique reggae, vous qui êtes dedans depuis 16 ans? Ce marché-là était beaucoup basé sur le vinyle. Donc, avec ce qu'on appelle des séries qui sortaient toutes les semaines, donc sur une même version instrumentale, pour faire court et que les gens comprennent, sur une même version instrumentale, on pouvait avoir 5, 6, 8 ou 10 artistes en fait, qui posent dessus. Et donc, du coup, les DJ peuvent facilement mixer de morceau à morceau, c'est la même version instrumentale, et donc les DJ présentaient les artistes qu'ils avaient envie de présenter. Donc c'était un modèle économique, on va dire, qui s'est établi comme ça. Et en 2010, en gros, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais en 2010, ça s'est complètement écroulé au niveau de la vente de vinyle. Et donc, du coup, ça a cassé un des modèles économiques et l'un des plus importants, en fait. Mais l'offre, elle est toujours là, il y a toujours autant de... Non, il y a moins de personnes à vouloir à chanter en reggae, à faire du reggae Si, de ce point de vue-là... Mais après, tout dépend de la définition d'artiste, elle est très large. Et elle est plus comme dans les années 70. Dans les années 70, il fallait passer des auditions. Oui. Un ingénieur ou un producteur ne laissait pas rentrer en studio un artiste qui n'était pas prêt. Aujourd'hui, on peut se déclarer artiste qui veut. D'accord. Il suffit juste de créer un compte Facebook, etc. Enfin, voilà, Mais vous les faites rentrer dans vos studios, ces artistes-là, c'est ça que je veux dire? Vous avez quand même aussi un degré d'exigence, j'imagine, avec le label. Oui, je pense que c'est l'élément de base, on va dire, quoi. Après, l'exigence, elle a ses limites aussi, parce que l'exigence, c'est ce qui amène au niveau, mais l'exigence, il faut pouvoir la supporter. D'accord. Donc mais sans exigence, on peut difficilement atteindre la scène internationale. Et il y a un retour à la scène, justement C'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir, on va dire, gagner encore sa vie avec dans l'univers musical, en tout cas le nôtre, puisque le reggae ne passe pas du tout en radio ou en télé, donc on ne peut pas du tout s'appuyer sur les diffusions. Donc ça limite en fait. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de diffusion. Donc il faut faire de la... Et pourtant il y a du public, parce que c'est ça qui est... C'est ça. Mais bon, les médias n'ont toujours pas, en 30 ou 40 ans, pris le tournant. C'est considéré comme une musique de vieux. C'est has-been, quoi. Bon, en tout cas, il y a des jeunes qui viennent jouer le 4 décembre, en tout cas, au Circuit de la Bière. Lion Day, un artiste italien. Oui, tout à fait, qui est basé à Modène. Présentation de son style, parce qu'il y a plusieurs styles dans le reggae. On est quoi, dans le dancehall, dans le roots on va dire qu'on est dans le new roots, quoi, le nouveau roots.
où il a des morceaux aussi en reggae hip-hop, et c'est un artiste donc, qui chante en anglais, son dernier projet a été produit par Alborosi, qui est un artiste italien qui a réussi à éclater à l'échelle internationale et qui s'est installé en Jamaïque il y a une quinzaine d'années. Et donc en fait, voilà, son dernier album sorti en mars a été produit par Alborosi, ils ont été le produire en Jamaïque et on a été amenés à collaborer ensemble dans les 2 dernières années, du coup on voulait le faire venir pour notre anniversaire. Vous avez parlé de la Jamaïque, mais vous y allez vous de temps en temps, Manu, les artistes vont enregistrer encore là-bas, ça reste le pays fondateur de cette musique-là, et il faut passer par là à un moment ou à un autre? Pour moi c'est essentiel. Ouais. Après aujourd'hui c'est plus là-bas, je veux dire, même les Jamaïcains disent qu'aujourd'hui le meilleur, le roots, ce qu'on appelle le roots, la musique roots, aujourd'hui est bien produite en Europe et très très mal en Jamaïque. D'accord. Donc voilà, c'est des cycles, ils sentent qu'ils sont en train de perdre quand même quelque chose. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de passage de témoin entre la génération des années 70-80 et puis la nouvelle. Et c'est 2 mondes complètement différents et 2 approches complètement différentes. C'est d'ailleurs pour ça aussi que nous, on a pris majoritairement beaucoup plus de plaisir à travailler avec les artistes vétérans qu'avec la nouvelle génération. Les vieux ont du bon quand même. Ah ben ouais, mais c'est bien sûr, c'est évident, surtout quand c'est eux qui l'ont construite. Oui. Je veux dire, c'est eux, quoi. Et qui sont peut-être d'ailleurs motivés par d'autres choses que par peut-être l'accession simplement à un statut d'artiste ou de végétariat. Oui, et puis le temps, la notion du temps, la non-précipitation, l'impatience, c'est des artistes qui sont arrivés en studio pour qu'ils puissent avoir le droit d'enregistrer leurs morceaux avec des producteurs comme Coxone ou Joe Gibbs ou tous ces gros, ou Lee Perry, et ben ça leur demandait d'être vraiment prêts, d'avoir un super morceau à leur proposer, quoi. Parce que sinon ils se faisaient vite remballer et il y avait 500 artistes disponibles sur une île comme la Corse. Donc 500 ou 1000 peut-être, je sais pas. Donc il fallait faire sa place. Il fallait vraiment faire sa place. Autre artiste, un espagnol, Lasalle. Lasalle. Présentation rapide aussi. On l'a rencontré avec Yelam quand on allait jouer à San-Sébastien l'an dernier, je crois. Et on avait bien apprécié son style. Et puis, dans le cadre de l'anniversaire, on veut aussi faire venir des artistes émergents, des artistes, ce qu'on appelle des upcoming, la nouvelle génération qui est en train de pousser. C'est aussi l'un des vecteurs, on va dire, de notre label. Donc, du coup, on essaye aussi de mettre ça en lien avec le live pour avoir une cohérence. Donc là, l'année dernière, c'était Chase Dex, un artiste connu internationalement. Là, cette année, c'est les 3 upcoming, dont un italien et un espagnol. Et puis donc, K-Smile, un français. Oui, que tu avais vu d'ailleurs au Far West Reggae Contest, qui nous avait... J'étais membre du jury. Et je peux vous dire qu'on a bien rigolé. Qui nous avait, on avait bien apprécié cet artiste quand il était passé. Et donc du coup on s'était toujours dit avec Jérôme qu'on essaierait de le refaire venir. Jérôme Baccar, qui fait partie de mon associé. Et donc on le fait revenir, il vient de Lorient. De Lorient, bah oui, on voit un clip là où il est dans les dans les locaux de France Bleu Brésil, que je salue d'ailleurs, je dis bonjour un jour dans ces locaux. Donc Lion Day, Lasalle, K-Smile, ce sont les 3 têtes d'affiche, on va dire, de cette soirée du 4 décembre. Et puis il y a les Sound System, Irie Heights, Bizarre Sound, Positive Vibrations et Green and Fresh. Voilà, c'est ça. Qui viendront... En début de soirée, ça sera une partie sélection, et puis ensuite arriveront les artistes. Très bien, bon anniversaire Manu. Merci. Bon anniversaire à Irie Heights. 16 ans donc pour ce label sartois. Je rappelle cette fête d'anniversaire entre guillemets, c'est pas une boum, hein, mais ce sera le 4 décembre prochain au circuit de la bière à 20h30. Donc le circuit de la bière, c'est route de Tours. Et puis donc le 2 et 3 décembre au Grand Atelier, le théâtre universitaire Ève à l'université Podane avec l'atelier 10 par 10. Très rapidement Julie, la programmation ensuite, c'est pendant les fêtes, il y a quelque chose? Ah non. Pendant les fêtes, on va manger du chocolat, comme tout le monde. Eh bien, très bien, donc vous reviendrez en janvier. Ah bah, avec plaisir, oui, j'aurai des choses à dire sur la création de Florence Loison. Oui, ah bah très bien. Je veux bien pour les 10 ans de Zoutano. Pour la nouvelle création. Pour la nouvelle création de Zoutano. Eh bien, parfait, vous serez le bienvenu, évidemment, la bienvenue avec Florence si elle souhaite venir sur ce plateau. On va enchaîner d'ici quelques instants avec le 6e feuilleton radiophonique de Curare Productions, KL1, diffusé sur Radio Alpa. Et puis, on va parler de comics, de bande dessinée et de littérature. À tout de suite.